Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et je viens d'arriver au bout de ma 6e et dernière année d'enseignement. Avant d'oser me reconvertir, je me suis longtemps questionnée sur ce qui m'empêchait de partir. Les témoignages collectés durant la première saison de ce podcast m'ont donné le courage de me lancer. Et vos retours m'ont permis de réaliser à quel point cette émission était importante pour certains d'entre vous. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 15e épisode, je suis ravie d'accueillir Florence, 51 ans. Après avoir suivi des études de musicologie, Florence a vécu une première expérience d'enseignement dans le secondaire. Elle s'est ensuite tournée vers le primaire où elle s'est davantage épanouie. Au fil de sa carrière, Florence réalise que la gestion de l'humain semble n'être qu'un détail aux yeux de l'institution. Plusieurs expériences lui font prendre conscience qu'elle ne veut plus être un numéro parmi tant d'autres et qu'il est vraiment temps d'envisager une reconversion. Aujourd'hui, Florence est négociatrice en immobilier et ces 6 dernières années, elle a pu s'essayer au salariat ainsi qu'au statut d'indépendant. Son parcours est la preuve que la reconversion n'est pas une fin en soi et que notre vie professionnelle peut encore largement évoluer après avoir quitté l'éducation nationale. Depuis 6 ans, elle met un point d'honneur à accomplir ses missions avec éthique et elle est enfin en paix avec sa profession. Dans cet épisode, on évoque la présupposée compatibilité entre le métier d'enseignant et le rôle de maman, les conditions d'accueil des enfants en classe, l'illogisme de l'administration et les préjugés que l'on peut avoir sur certains intitulés de métier. Bonne écoute! Bonjour Florence, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et pour démarrer, je te laisse te présenter. Je m'appelle Florence, j'ai 51 ans, j'étais professeure des écoles et j'ai changé de métier. Je suis devenue conseillère en immobilier, indépendante dans un premier temps, et puis maintenant je travaille dans un office notarial comme négociatrice. D'accord. Alors si on repart du tout début, du coup, qu'est-ce qui t'a fait devenir enseignante au départ ? Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait l'envie de mes parents. Je pense que ça va te rappeler des choses, mais un papa militaire. Un peu, oui. Une maman qui avait un travail administratif, tous les deux en fait qui étaient partis de rien et puis qui s'étaient créé une vie stable et qui, je pense, qui avaient envie pour ma sœur et moi d'un métier avec lequel on soit indépendante parce que dans les années 80-90 on parlait de plus en plus de divorce, de choses comme ça. Donc les parents pensant bien faire, je pense, pensaient à des métiers dans le fonctionnariat pour leurs enfants et surtout pour des filles. Alors là, je me souviens même de ma maman qui me disait, tu sais, prof pour une femme, c'est bien. Il y avait ça. Il y avait aussi, je pense un peu comme beaucoup de petites filles, je me voyais bien maîtresse d'école. Et puis en fait, je pense que je me suis un peu laissée influencer et j'ai fini par penser que c'était un métier intéressant non pas pour le côté fonctionnariat et sécurité de l'emploi, mais parce que c'était un métier donc au contact d'enfants et ça j'aimais. Donc je me suis dit bon bah voilà, il y a le contact avec les enfants, c'est un métier où j'aurai les vacances d'été avec eux. Il y a en fait l'idée de se projeter dans une vie où on a du temps pour ses enfants. Alors je me suis rendu compte que au quotidien c'était pas ça du tout. Pendant les vacances oui, mais pendant l'année scolaire au contraire mes enfants ne me voyaient pas beaucoup et les miens ils allaient à la garderie. Après des journées de travail dans des classes un peu difficiles d'ailleurs il fallait qu'ils soient plutôt calmes à la maison parce que c'était pas forcément évident. Donc en tout cas à l'origine, même si je pense que je me leurrais un peu, il y avait ça. Il y avait travailler avec des enfants et avoir du temps pour les miens plus tard. Et t'es restée prof pendant combien de temps ? 20 ans. Un peu plus que ça, parce qu'en fait, j'ai fait 2 années comme maître auxiliaire en collège, en tant que professeur d'éducation musicale, pendant le temps de mes études. Et puis, après, j'ai fait l'IUFM, et après, donc, j'ai été professeur des écoles pendant 20 ans, avec une direction d'école la dernière année. Et t'as pas voulu partir justement dans l'enseignement de la musique ? Alors, c'est marrant parce que effectivement, quand je suis rentrée à la fac pendant mes études, donc j'ai fait une fac de musicologie, l'idée c'était ça, c'était d'être prof de musique. Tout se passe bien jusqu'à la licence et puis le CAPES, j'échoue une première fois. Le CAPES de musicologie, c'est un CAPES très technique et dans ma
promo à Rouen sur une trentaine, 2 seulement l'avaient eu, leur CAPES. La seconde année, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé à être maître auxiliaire. C'était pour ne pas, en gros, perdre mon temps pendant la deuxième année de CAPES. Puis au final, cette année-là, ça a été l'année de trop parce que quand tu es contractuel, le rectorat te met un peu là où ils peuvent, hein, là où il reste de la place, là où personne ne veut aller, en gros. C'est ça. Et dans l'académie de Rouen, donc cette deuxième année, je me suis retrouvée donc avec un temps plein. L'idée, en fait, c'était préparer le CAPES et si jamais je le ratais encore, continuer encore une troisième année comme maître, c'est de passer le CAPES interne qui était beaucoup plus abordable parce que plus axé pédagogie. Et en fait, l'année de trop parce que donc le rectorat me met sur 2 mi-temps, un dans un petit collège de campagne à 70 bornes de chez moi, ça allait encore, et un autre mi-temps dans un lycée agricole, horticole, forestier, pareil à 50 bornes de chez moi. Et là, je comprends qu'en fait, enseigner la musique dans le secondaire, ça va pas me plaire du tout parce que je prends conscience que c'est la dernière roue du carrosse au collège. Je suis arrivée dans cet établissement-là, il y avait pas un instrument, pas une affiche, il y avait même pas un lecteur CD. J'ai apporté le mien et quand un jour il a fondu sur la plage arrière de ma voiture, forcément on me l'a pas remboursé, hein. Donc en fait, t'apportes ton propre matériel et tu te rends compte que même le proviseur n'en a rien à faire, les parents n'en ont rien à faire. On sait tous qu'aux réunions parents-prof, personne ne va voir le prof de musique ou le prof d'art plastique. Et alors peut-être à tort, mais moi je suis quelqu'un qui a besoin de reconnaissance et je me suis dit que ça n'allait pas le faire. Donc cette année-là, je me suis dit j'ai quand même envie d'enseigner, mais je vais à ce moment-là, je vais plutôt aller vers le primaire. Et j'ai fait mon dossier de candidature. Et je me suis dit aussi, puisque je vais aller dans le primaire, autant aller vivre dans la région où je veux, puisqu'en sortant de l'UFM, on est affecté dans le département de l'UFM en question. Et donc j'ai fait ma demande à Saint-Brieuc. J'ai été prise là, et c'est comme ça que je suis arrivée en Bretagne. Et est-ce que est-ce que tu trouves que tu as eu plus de reconnaissance dans le primaire que dans le secondaire? Oui, quand même. De la part des parents, tout simplement déjà, on a beaucoup plus de contact avec les parents dans le primaire que dans le secondaire. Des enfants parce qu'ils sont plus spontanés. Il y a les petits dessins, il y a les petits mots gentils qui font qu'on sent comme ça quand ça se passe bien. Mais par contre, je l'ai pas plus ressenti, on va dire, de l'institution. Ça changeait pas, quoi. Non. En même temps, c'est un peu la même institution, donc... Oui, aussi. Je suis mauvaise langue. Et du coup, il y a une question forcément que je me pose, c'est même 2 questions en une. Pourquoi avoir décidé de prendre un poste de direction sur cette dernière année, et est-ce que c'est ce poste de direction-là qui a fait que tu as décidé de partir après? Non, au contraire, même si je l'avais pris plus tôt, je pense pas. En fait, si j'étais partie plus tôt de l'école précédente, peut-être que je serais restée. Ah, donc c'était direction, mais pas dans la même école? Non, en changeant d'école. Et c'était plus épanouissant pour toi d'être en direction qu'en classe, ou pas? Après, ça dépend des décharges que tu as aussi, parfois c'est double travail. Non, c'était une petite école, 5 classes, donc j'avais une journée de décharge par semaine. Au final, ça me rajoutait des heures parce qu'une journée, c'était pas suffisant. Mais c'était quand même épanouissant. Il faut dire aussi que, c'était un peu un nouveau challenge. Je me suis rendu compte même par la suite que finalement, c'est quelque chose que j'aime, découvrir des nouvelles choses. Donc, non, ça m'a pas gênée. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et alors, qu'est-ce qui fait que finalement tu t'en vas? Parce que c'est arrivé trop tard. C'est plein de petites choses qui se sont accumulées au fur et à mesure des années qui passaient. Avec la prise de conscience petit à petit que on est un numéro pour l'institution. Parfois, la gestion de l'humain, elle est faite en dépit du bon sens. Il y a vraiment des choix qu'on ne comprend pas. Je vais juste prendre un exemple. Avant ma 3e grossesse, les 2 premières ayant été difficiles, je savais que une 3e grossesse, ce serait un petit peu compliqué, que je serais certainement arrêtée assez tôt. À l'époque, j'étais encore en train de circuler dans les écoles du secteur parce que pas assez d'ancienneté pour être titulaire d'un poste. Donc, je participais tous les ans au mouvement. Je dis que je préfère attendre le 2e, voire le 3e mouvement pour avoir un poste à côté de chez moi, parce que je prévoyais d'être enceinte. Non, mais il vaut mieux le prévoir, c'est toujours plus agréable que quand c'est une surprise. Non, mais en fait, je préviens, attention, à la rentrée, je prévois d'être enceinte. Mes grossesses se passant quand même pas facilement, et c'est de me mettre pas loin de chez moi. Je suis prête à attendre le 3e mouvement et à avoir mon poste au dernier mouvement. Et finalement, ça se passe comme ça. Je me dis, tiens, pour une fois, ils ont écouté.
Donc, je suis affectée dans un petit village à 5 kilomètres pour prendre le poste de quelqu'un qui venait d'être en arrêt maladie jusqu'aux vacances de Noël. Et donc, je me dis, ça tombe très bien parce que, donc, à la rentrée, effectivement, j'étais enceinte. Félicitations. Et je pensais donc que je pouvais tenir à peu près jusque-là, jusqu'aux vacances de Noël. Donc, puisque l'accouchement était prévu pour fin avril, début mai. Je savais que je serais arrêtée assez tôt, mais je pensais pouvoir tenir jusqu'à Noël. Et puis au final, donc je fais la rentrée. Donc PS1, ici on en a, je sais pas s'il y en a chez toi. Alors chez nous, ça s'appelle TPS, je crois. C'est toute petite section. Oui, voilà. Donc avec que des 2 ans. Oui, c'est ça, ouais. Qui pleure le jour de la rentrée, qui au bout de quelques jours s'habitue à toi. Et voilà, une semaine après la rentrée, un vendredi, on m'appelle, on me dit Madame Suron, vous étiez à disposition de l'inspecteur, on vous envoie à Pleyre-Neuf. Vous y êtes dès lundi. Pleyre-Neuf, c'était à 40-45 kilomètres de chez moi. Ça veut dire faire la route tous les jours enceinte avec les problèmes que j'avais eu avant. Je savais qu'une semaine après, j'étais arrêtée. Je les préviens, je leur dis mais non. En plus, c'était pour mettre à ma place une remplaçante. Et donc en tout cas, je suis allée à Pleyre-Neuf et puis 2 semaines après, j'étais arrêtée. Là, franchement, je vois pas l'intérêt de l'éducation nationale, même d'ailleurs. Oui, parce qu'ils vont devoir au final te remplacer aussi, donc ça n'a pas de sens. Voilà. Ou comme quand je demande un mi-temps parental après la naissance de ma fille. C'était prévu 2 jours par semaine, on était encore en semaine de 4 jours ici. Et puis en fait, on m'a imposé un mi-temps sur les 4 après-midi. Et comme à la crèche, ils prenaient pas les enfants sur les demi-journées, j'ai dû la mettre à temps plein à la crèche et j'ai eu une année de mi-temps pour rien. Je comprends très bien quand tu dis manque de sens, manque d'humanité, tout ça, oui. Effectivement, on est dedans. On est complètement dedans. Quand on touche à la parentalité, au rapport entre une femme et ses enfants, je trouve que c'est quelque chose pourtant d'important. Bah oui, puis là où ça percute, c'est que par rapport aux propos que tu tenais au début, tu disais que ta famille était plutôt pour ce genre de métier, pour la proximité avec les enfants, le temps passé avec eux, tout ça. Et en fait, quand tu vois comment ça se passe sur le terrain, c'est autre chose, quoi. Voilà, ce sont des exemples. Après, hormis ces désillusions, on va dire, personnelles, c'est le fait que j'ai pris conscience petit à petit, en avançant dans ce métier, que plus j'avançais, malgré le déficit en formation professionnelle, je pense que je voyais de mieux en mieux ce que j'avais à faire. J'étais peut-être plus exigeante avec moi-même, et plus j'étais exigeante avec moi-même, et plus je mesurais l'écart entre ce que j'avais envie de faire pour les élèves et ce qu'il m'était possible de faire. Si on tient compte des conditions matérielles d'exercice du métier. Il y a des choses toutes bêtes, mais quand on a une classe, je veux dire la pièce dans l'école, une classe qui est faite pour accueillir, comme souvent les classes avant, quand elles ont été construites, une vingtaine d'enfants, et que on est à 28-30 dedans. Où est-ce qu'on met les endroits pour faire des ateliers? Comment on organise une pédagogie active où les enfants vont devoir se déplacer, aller travailler en autonomie si on n'a pas la place dans la classe déjà? C'est un problème matériel tout bête, mais qui a son importance finalement. Bah plus que son importance en fait, dans tout ce qu'on nous demande de faire, dans la manière dont on nous demande d'évoluer, de les faire bouger, qu'ils soient actifs, de les faire manipuler, tout ça. C'est vrai que tu peux pas le faire. Moi je prends un exemple super simple mais très concret. Pandémie du Covid l'année dernière, on nous demande d'espacer les tables d'1 mètre. Bah, y a pas grand monde qui pouvait sans sortir des murs en fait. Bah non, voilà, ouais. Tu peux pas, c'est compliqué. Alors il reste quelques très grandes classes, soit des écoles qui ont été reconstruites, ou alors des très anciens bâtiments, des fois ils sont très grands aussi. C'est ça, dans les anciens bâtiments, oui. Ouais. Voilà, après c'est pas la majorité, des classes à 20, moi ça fait longtemps que j'en ai pas vu, j'en ai jamais vu en fait là de ma carrière d'ailleurs, mais... ouais non, y a pas tellement ça. C'est vrai que le matériel c'est bête, mais t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde, si t'as pas les bons outils, tu peux pas faire un bon travail quoi. Voilà. Et après, tu te trouves confronté au fait que éventuellement tu pourrais peut-être pallier à ça, mais il faudrait rentrer dans l'illégalité. Il y a une salle de libre dans la pièce d'à côté, mais t'as pas le droit d'y envoyer les élèves qui sont pas du coup sous ta surveillance, donc tu te refuses à le faire. Ou alors après des petits bâtons qu'on te met dans les roues. Dans une des classes, dans l'avant-dernière école où j'ai travaillé, c'est un bâtiment neuf, des classes vraiment toutes petites. Et heureusement, j'ai dû avoir une classe à 20 et une classe à 24, donc vraiment peu dans les toutes dernières années. Et ces années-là, j'ai pu mettre au fond de la classe un petit coin regroupement parce que avec des CE1, CE1, CE2, les petites séances d'anglais, un accueil du matin qui les réconforte parce qu'on est ensemble, ouais, c'est sympa. Une petite table pour faire des jeux. Et quand j'ai voulu accrocher au mur un tableau
à moi, un grand tableau blanc avec un plan inclinable, de quoi poser les pots de peinture. C'est un truc que j'avais acheté sur la Camif Collectivité pour mes enfants. Donc un outil personnel. Mes enfants étant grands, je m'en servais plus. Je me dis bon bah ça au moins ça me prendra pas beaucoup de place. Je peux le mettre contre un mur sur le côté. Je demande à la mairie de me l'installer. Ils ont refusé parce que c'était pas acheté par eux. Il y avait des problèmes d'assurance. Je trouve que c'est beaucoup de problèmes pour peu d'efficacité, souvent. C'est ça, ouais. Il faut toujours demander 1000 autorisations, puis il n'y a jamais la bonne case, et puis personne sait, et puis il faut pas parce qu'on sait jamais, parce qu'au cas où, parce que machin, puis au final, bah c'est sûr, ça avance pas en fait. C'est ça. Y a pas de miracle, hein. Enfin, parce que tu vois, t'as beau être débrouillard, tu viens avec ton propre matériel, donc déjà t'investis, tu t'embêtes à l'amener, tu fais tout ton projet autour, tu demandes 3 vis et ah bah non. Moi, j'ai eu des collègues qui se passaient de tout ça, qui envoyaient les élèves dans la pièce d'à côté sans surveillance, qui faisaient des trous au mur, qui machin, et qui vivaient leur meilleure vie d'enseignant, tout se passait très bien. Mais c'est vrai que le jour où tu as un problème, ben en fait, c'est sur toi que ça retombe. Et il suffit qu'un parent porte plainte, ça peut aller très vite et très loin, quoi. Ouais. Selon ce qui peut se passer. Enfin, après, voilà, chacun a sa conscience. Moi, j'avais pas d'assurance professionnelle, alors je me suis jamais trop risquée. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. Quand t'as décidé de partir, est-ce que t'as démissionné d'un coup ou justement t'as essayé une dispo ou quelque chose comme ça? Le départ, ça a été quelque chose et j'ai été vraiment, vraiment perdante dans mon départ. Je veux dire financièrement, à cause d'un mauvais conseil et je me suis demandé après coup si c'était pas fait exprès. Pour comprendre, je pense qu'il faut refaire l'historique. Donc, vacances de Toussaint 2014. Je prends la décision qui était l'éducation nationale de faire autre chose. J'accepte une proposition qu'on m'a faite et je me dis, bon, bah, je finis l'année scolaire et après, je prends ma retraite. Je rentrais dans les cases. Les 3 enfants? C'est 15 ans d'ancienneté, 3 enfants, dont le dernier avait, je sais plus quel âge, à telle date, mais c'était bon, je rentrais dans les cases. Donc, je me dis, je prends ma retraite. Et puis quelqu'un me dit, il y a aussi la prime pour départ anticipé, demande peut-être au rectorat ce qui est le mieux pour toi. Donc c'est ce que je fais. Au rectorat, on me fait un calcul en me disant, bah non, c'est mieux pour vous le départ en retraite. Parce que si on se place sur une période longue, de maintenant jusqu'à votre retraite, vous allez percevoir quand même beaucoup plus que si vous preniez la prime de départ maintenant. Donc je vais partir en retraite. Mais l'information, on me la donne en janvier. Je vais voir mon inspecteur de circonscription pour lui dire j'ai ce projet de quitter le bateau et je prends ma retraite. Et lui me dit mais Madame Suon, j'ai ma femme qui s'est renseignée il y a pas longtemps. Est-ce que vous êtes sûre de faire le bon choix parce que réfléchissez bien, redemandez quand même au rectorat. Et donc je me rapproche du rectorat. Et là ils me disent ah mais oui au fait on avait oublié de vous dire que en janvier 2014 donc bien avant que je les contacte, il y a une loi qui est passée qui dit que pour les pensions qui seraient soldées après le 1er janvier 2015, les règles ont changé. Alors, d'accord, mais du coup, c'est quoi les nouvelles règles? Eh ben, écoutez, si vous soldez votre pension en juillet, on sera après le 1er janvier 2015, vous n'aurez pas le droit à une seconde pension. Donc, dans l'activité que vous allez mener par la suite, vous allez cotiser, mais vous n'aurez pas le droit à une seconde pension. Vous serez plafonné dans votre revenu de votre nouvelle activité. Et ils me font le calcul. Le calcul, c'est un pourcentage de la pension plus un montant fixe, un forfait. Et en fait, si on faisait le calcul entre la pension que j'allais toucher plus ce que j'étais autorisée à gagner à côté, j'avais pas le droit de gagner plus que 1100 et quelques euros. En fait, j'étais quasiment au SMIC. En fait, c'était même en dessous du SMIC. Donc, j'avais même pas le droit à un SMIC. Et en plus, que j'allais cotiser n'ouvrait pas droit à une seconde pension. Et puis va trouver un travail, ça veut dire que toutes les offres qui passent, ce soit CDD, CDI, intérim, tout ça, t'es forcément au moins payé au SMIC voilà. en fait. Bah oui. Donc j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Je me suis même demandé si c'était pas anticonstitutionnel ou même illégal parce que comment empêcher quelqu'un de gagner le salaire minimum? Je trouve ça improbable en fait. Je pensais même pas que ça se pouvait. Ouais, j'ai pris du coup rendez-vous avec ma députée de secteur. Elle s'appelle Corinne Herel, elle est décédée depuis. Enfin, j'allais de déception en déception. Hein. Donc je la rencontre et elle me dit
Eh ben oui, c'est normal. En fait, c'est une loi qu'on a promulguée pour pallier aux excès et elle me parle des gens, alors tu dois en avoir entendu parler, hein, qui juste 2-3 ans avant leur retraite prennent leur pension et prennent un travail à côté. Ah, bah j'aurais même pas idée. Ouais, Il doit y avoir un intérêt du coup, mais je connaissais pas. c'est dans d'autres secteurs que l'éducation nationale. Mais D'accord. n'empêche que finalement la loi elle était prise pour tous les fonctionnaires et ça nous affectait nous. Et surtout, ça avait cet effet pervers pour les gens qui arrêtaient leur carrière au milieu, comme moi, au bout de 20 ans. Ça avait l'effet pervers de le montant autorisé pour le revenu ensuite était calculé en fonction de la pension, qui elle-même était toute petite. Hein. Moi, j'avais droit à même pas 600 € de pension par mois. Ah oui, d'accord. Bah oui, je me prenais une décote maximum et puis sur une demi-carrière et 25% de décote. Donc t'imagines. Tout ça faisait que il y avait cet effet pervers, mais finalement tout allait bien pour eux. Ils s'en fichaient un peu. Voilà. Et je me suis dit donc de toute manière, j'arriverai pas à changer quoi que ce soit. C'est la loi, elle a été votée. J'ai pas d'autre choix que de prendre la prime de départ pour créer son entreprise. Je prends ma décision, je recontacte le rectorat et on me dit ah c'est bête hein, parce que en fait en décembre cette prime-là elle a été divisée par 3. Mon Dieu, tu as un parcours, j'aurais dû prendre des pop-corn pour t'écouter. C'est ça, c'est Dallas. Et donc j'allais de déception en déception et je me suis dit bon donc je vais partir avec pas grand-chose. Et c'est pas grave. Je pense que ça m'a donné encore plus envie de quitter le Nadir parce que je me suis dit, de toute manière, les gens qui restent là, ils vont vers une situation qui va se dégrader de plus en plus et je veux plus être là. On avait pris conscience avec mon mari, qui est enseignant lui aussi, dans le secondaire. On avait tout bien fait comme il faut. Hein. Oui, oui, je vois ça. Donc, on avait pris conscience avec mon mari un petit peu avant que à nous deux, sur les 5 années qui précédaient, on avait perdu une voiture avec le seul gel du point d'indice. C'est énorme. Mis bout à bout. Mis bout à bout, il faut que les gens fassent le calcul parce qu'en fait, ça se cumule. On perd un certain pourcentage sur l'année, mais l'année suivante, il y avait une augmentation qu'on aurait dû avoir et la baisse aussi. Donc en fait, au bout de 5 ans, ça fait une perte par rapport à ce qu'on aurait dû avoir normalement qui est colossale. On s'en rend pas compte, mais à nous deux, on avait perdu 12 000 €. C'est vraiment beaucoup pour le coup. Mais oui. C'est impressionnant. Sur des salaires moyens, c'est énorme. Et donc du coup, t'as opté pour quelle solution? La peste ou le choléra? C'est un peu ça, hein. Et je me suis dit, non, je vais prendre la prime de départ, mais pas tout de suite, quitte à pas avoir un gros revenu ou une prime tout de suite. À ce moment-là, je prends un filet de sécurité. Donc, j'ai opté dans un premier temps pour la dispo. Donc, j'ai eu droit à une dispo de 10 ans parce que c'était pour création d'entreprise. Et en fait, au bout de 1 an, quand j'ai vu que ce que je faisais était viable, que ça me plaisait, j'ai eu besoin vraiment de tourner la page. Et donc là, j'ai démissionné et j'ai pris la prime de départ. Et est-ce que, par hasard, cette prime de départ anticipée, c'est pas la même chose que indemnité de départ volontaire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Parce que je me disais que c'était peut-être autre chose ou alors un autre nom parce que comme c'était plus ancien. Non, c'est ça. En fait, j'ai eu 2 ans de salaire. Comme ça fait plusieurs années, toi, que tu es partie, est-ce que tu as eu un seul métier ou pas pour en arriver là où tu es maintenant? Alors, j'ai eu un métier, c'est négociateur en immobilier. J'ai 2 pratiques différentes. J'ai d'abord été indépendante dans un réseau de mandataires. Et puis, depuis 1 an et demi, je fais donc la même chose dans un office notarial. Je suis redevenue salariée. Donc, au final, j'aurais goûté au fonctionnariat, l'activité indépendante et aux salariés dans le privé. Voilà. C'est bien. Mais comme ça, tu peux te faire une idée parce que du coup, si tu as quitté ton statut d'indépendante, j'imagine que c'est pour une bonne raison. Pas forcément. Non, en fait, j'étais bien. J'étais bien et ce que j'ai vraiment apprécié, et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis aussi de partir, c'est qu'il y avait des formations et que j'ai pu vraiment apprendre un métier. Parce que c'est pas pendant mon temps de travail à l'Éducation nationale que j'aurais pu avoir une formation. D'ailleurs, j'avais demandé. Et même avant d'en arriver à l'extrémité de carrément quitter l'Éducation nationale, j'avais imaginé y rester, mais en changeant de fonction. Dans un premier temps, j'avais demandé... En fait, il y a des passerelles, on ne le sait peut-être pas forcément, entre le primaire et le secondaire. On peut passer de professeur des écoles à prof dans le secondaire. Par contre, il faut aller enseigner dans le secondaire la matière forcément pour laquelle on a un diplôme.
Sauf que moi, je voulais pas être prof de musique. Je me suis dit, alors, à ce moment-là, peut-être prof d'anglais. J'avais passé une habilitation et je me disais, voilà, avec le niveau que j'ai, peut-être qu'avec une formation complémentaire que je ferai à la fac, je pourrais être acceptée comme prof d'anglais. Donc, j'avais fait une demande à l'Éducation nationale pour aller passer un diplôme d'anglais à la fac. Donc, j'avais demandé 8 mois de congé formation et la réponse a été, peut-être dans 5 ans. Donc j'espère que tu as attendu 5 ans bien patiemment. Comme j'avais déjà 45 ans, je me suis dit que non, c'était pas possible. En fait, cette année-là, dans les Côtes d'Armor, je crois qu'il y avait 24 mois ont été distribués de congés formation pour 21 personnes qui demandaient des congés formation. Donc 24 mois, tous pour des formations en breton, parce qu'on manquait d'enseignants en breton. Ah oui. Voilà. Ça m'étonne pas. Et donc, tous ceux qui demandaient autre chose, on leur a dit, peut-être plus tard. Voilà. Et on m'a dit, peut-être dans 5 ans. Mais 5 ans, moi, je voulais pas attendre 50 ans pour pouvoir changer. C'était maintenant que j'avais besoin de changer. C'était pas 5 ans après. C'était à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai accéléré les choses pour faire autre chose, pour carrément sortir de l'éducation nationale. D'accord. Et du coup, pour être négociatrice en immobilier, tu as suivi quel type de formation? Alors, toutes les formations internes à mon réseau de mandataires, qui sont des formations, alors dans des réseaux d'agences immobilières, les gens font des formations auprès d'organismes privés de formation. Dans le réseau auquel j'étais affiliée, moi, il y avait des formations en interne qui étaient très réglementées, correspondantes aux formations délivrées dans les organismes privés, vraiment complètes. Ça, effectivement, je dois leur dire merci parce que on m'a vraiment appris le métier sur, allez, on va dire 2 ans. Plus, il y avait aussi le suivi d'une marraine, en fait, de quelqu'un qui m'avait coopté pour rentrer dans le réseau, qui m'apprenait tout ce qui était terrain, en fait. Voilà, ce sont des formations internes, mais qui correspondent à des formations qu'on peut trouver ailleurs dans des organismes de formation. Quand tu dis 2 ans, c'était 2 ans un peu comme on dit filé des fois dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'en parallèle tu travailles, ou c'était vraiment 2 ans plein de formation et après tu as travaillé? Non, c'était en parallèle. En fait, dans ce réseau-là, on commence, avant même d'avoir le droit de travailler et de rentrer son premier mandat de vente, on commence par une formation théorique en ligne. Et ensuite, une fois qu'on a validé cette université en ligne-là, le parrain, la marraine t'apporte plein de savoir-faire sur le terrain. Et à partir de là aussi démarre en parallèle, donc à ton métier, à ton travail, des formations qui représentent une 12aine de jours par an et que tu fais au fur et à mesure de l'année. Et est-ce que tu te souviens de combien ça coûtait cette formation-là ou pas? Rien du tout. Ah, c'est quand tu rentres dedans, en fait, c'est inclus, quoi. C'est inclus dans le package que tu payes au réseau. D'accord. Quand tu payes un package, justement, c'est par année ou c'est pour rentrer? Non, c'est par mois. Pour rentrer dans ce réseau-là, il n'y a pas si, juste des frais de dossier, mais qui sont dérisoires. Et après, donc, on paye ce qu'on appelle un bouquet tous les mois. Ça représentait environ 200 €. Donc le bouquet comprend toute la formation, ça comprend aussi l'accès à un serveur internet pour gérer tout ce qui est métier, donc l'entrée des mandats, les annonces, la facturation, enfin tout. Pas mal de logiciels de métier, le suivi de ton parrain, ta marraine. En fait, t'étais un petit peu pris en charge. Tu payes, mais du coup, t'as toute une structure bien cadrée qui te permet de te lancer. Oui, exactement. Et tout le temps durant lequel tu restes dans cet organisme-là, tu payes ton bouquet ou c'est seulement les 2 premières années comme il y a la formation? Tu payes tout le temps. En soi, ça peut paraître beaucoup, 200 € par mois, mais on va dire qu'avec la première vente d'un panier moyen, c'est remboursé. Là, comme on parle d'argent, au niveau du salaire, est-ce que tu gagnes mieux ta vie maintenant ou est-ce que tu la gagnais mieux avant? Clairement, je gagne mieux ma vie maintenant. Que ce soit bien clair, je suis vraiment consciente qu'il y a plein de gens qui travaillent tout aussi dur que des enseignants et qui gagnent beaucoup moins. Quand je pense que repasser sous 2000 € au bout de 20 ans, c'est pas admissible, je relativise parce que je sais que d'autres sont bien pires que nous. Voilà, il faut en avoir conscience aussi. Mais c'est vrai que quand tu as fait 5 ans d'études pour être enseignant et que à cause du gel du point d'indice, au bout de 20 ans de carrière, tu repasses sous les 2000 €, c'est pas normal. C'est pas normal avec la responsabilité qu'a un enseignant. Je crois que l'État ne mesure pas l'importance de l'éducation des enfants pour l'avenir d'un pays.
pour l'avenir d'une société, tout simplement. Quand on investit dans l'éducation, on investit dans l'avenir. Et ça, quand on fait juste de la comptabilité à court terme, je pense qu'on se plante. Mais globalement, tu vois bien qu'en France, la priorité numéro 1, ce n'est absolument pas l'éducation. Et après, voilà, on vient se plaindre que les résultats aux EVA sont pas bons, que les profs sont tout le temps en arrêt, que... Mais en fait, la priorité n'est pas mise là-dessus. Après, c'est un choix, hein. Peut-être qu'on se trompe et puis que dans 50 ans, ils auront eu raison. Mais moi, j'aurais tendance à penser qu'en éduquant et en instruisant mieux les jeunes d'aujourd'hui, bah, ça fera un meilleur monde de demain, quoi. Mais... Je suis complètement d'accord. Pour en revenir à la rémunération, puisqu'on était parti de là, donc quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'étais repassée sous 2 000 € par mois. Dans mon activité de mandataire, j'ai très vite gagné plus que ça, sans gagner non plus excessivement. J'étais dans un réseau qui travaillait en marketing de réseau et donc avec la possibilité de se créer une équipe avec un revenu supplémentaire. Et donc, quand vraiment tu rentres dans ce mécanisme-là, tu as la possibilité d'être payé des ventes que tu fais, mais aussi d'avoir, on va dire, un retour sur investissement. Tu t'occupes de développer une équipe, de les former, etc. Du coup, le réseau te rémunère pour ça. D'accord. Bon, là, quand je suis partie, j'avais une équipe de 21 personnes. Ça faisait 4 ans et demi que j'étais dans le réseau. Et je savais que sous les 3 ans à venir, j'allais gagner peut-être 3 500, 4 000 € par mois. Donc, j'en étais pas encore là, mais c'était en train de se mettre en place. Et maintenant, à l'office notarial, tout va bien aussi parce que j'ai un salaire fixe et une part variable. Ça se fait beaucoup comme ça dans les agences ou les offices notariaux. Et là, on va dire que je suis aux alentours de 3 000 € par mois. Donc, par rapport à ce que je gagne à l'éducation nationale, bah oui, j'y ai clairement gagné. Si on met dans la balance, peut-être on va dire voilà le temps ou la quantité de travail que tu fournis, est-ce que tu as l'impression de travailler plus que quand tu étais dans l'éducation nationale ou pas forcément? Pareil. Une fois, j'avais fait le calcul. Quand j'étais énervée après éducation nationale, avant de partir, je faisais des décomptes et je m'étais aperçue que quand j'étais prof des écoles, je faisais à peu près 45 heures par semaine et qu'avec la direction, j'étais plutôt à 55 heures. Voilà. Et bon, bah là, je suis à 42 heures à peu près. C'est vrai que j'ai un contrat de 35, mais forcément, tu fais toujours un peu plus dans le genre de poste. Donc, j'aurais tendance à dire que je fais même moins d'heures que quand j'avais la direction. Et au niveau des vacances, ça se passe comment? Je pense que t'en as peut-être pas autant, mais après t'en profites peut-être mieux. Exactement. Je me souviens très bien que à chaque fois qu'on parlait de mes vacances, ça me faisait bondir parce que les gens comptabilisaient les semaines, mais ils oubliaient que sur ces semaines de vacances, il y en avait une bonne partie consacrée à préparer la classe au retour et que ça compensait aussi en partie les heures faites pendant les semaines de classe. Un enseignant en primaire, il n'est pas aux 35 heures, hein, loin de là. Les vacances, je pense qu'elles arrivaient toujours à point nommé parce que on était vraiment très très fatigués. Et d'ailleurs, je me souviens que mon médecin m'avait expliqué que si je tombais toujours malade le premier mercredi des vacances, c'était un peu logique. Ton corps relâche en fait le fait d'avoir été sur les nerfs tout le temps. Exactement. En fait, tu tu t'obliges à tenir, tu travailles comme ça, comme tu dis, sur les nerfs. Et puis, en fait, sur les 5 premiers jours de tes congés, tu relâches, tes défenses immunitaires tombent, c'est là que tu tombes malade. Donc, généralement, le mardi ou mercredi, les enseignants arrivaient dans le cabinet du médecin. Et puis, ensuite, bah, tu mets 10 bons jours où t'es dans le fond. Non, c'était 7 ou 8 jours. Et après, tu commences à remonter. En gros, tu reviens à l'école quand tu commences à te sentir un petit peu mieux, quoi. Et dis-moi pour parler de choses plus joyeuses. En tant que négociatrice en immobilier, ton quotidien il ressemble à quoi? Je vis dans un endroit où on a un peu une saisonnalité dans le travail. Donc, ça va pas être tout à fait la même chose en décembre et en juillet-août. Mais globalement, en fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est que justement, mon quotidien, il est varié. J'ai une partie de mon travail au bureau. C'est de la gestion de mails, c'est appeler les gens, répondre à des demandes d'informations, c'est m'assurer que dans le bien qu'on vient de rentrer en mandat, il n'y a pas de servitude. C'est plein de petites choses administratives comme ça que je fais au bureau. Et puis une partie à l'extérieur où je vais estimer les biens, à la fois pour les ventes, mais aussi pour les... Alors ça, c'est une partie de métier qui ne concerne pas la vente, mais pour tout ce qui est donation, succession, divorce, etc. Je peux aller estimer des biens immobiliers pour faire des visites aussi. Donc en fait, je rencontre plein de gens différents. Ça, c'est très agréable. Et puis voilà, une partie de négociation. Voilà, c'est essentiellement ça. C'est une partie au bureau pour des tâches administratives, on va dire, et puis une partie sur le terrain, au contact des gens.
Tout ce que tu dis là, j'ai l'impression que c'est des choses qui te plaisent. Et est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent dans ce métier-là ou pas? Non. En fait, non. T'as le droit de répondre non, hein. En fait, c'est un métier que j'aime beaucoup, que j'ai découvert. Alors, c'est amusant parce que quand je le faisais comme indépendante, c'était au tout début de l'activité, j'ai des collègues qui m'ont dit « Ah, tu vas être voleuse !» Parce qu'en fait, je partais faire un métier commercial et ça plaisait pas. Mais au final, je suis persuadée, d'ailleurs, et puis je l'ai mis en pratique, que c'est un métier qu'on peut faire de façon très honnête. On peut le faire très bien, avec une belle éthique et pour le bien des gens. Donc, on peut être transparent et j'en avais déjà conscience quand j'étais indépendante, mais là, au sein de l'office notarial, encore plus. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu t'es retrouvée à travailler dans le milieu de l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic ou qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, une amie que j'avais rencontrée comme maman d'élève, le courant était très bien passé, c'était devenu une amie. Elle a bien vu, parce que on discutait souvent, que mon métier d'enseignante ne me donnait plus satisfaction. Elle travaillait dans ce réseau d'indépendants. Et donc, elle m'a plusieurs fois proposé de la rejoindre. Au début, je disais non parce que je voyais pas comment gérer la transition entre les deux. Je me suis dit, le temps de gagner ma vie, comment je vais faire ? Je vais avoir plusieurs mois où je vais rien gagner du tout. Et j'étais comme tout le monde avec un emprunt pour la maison. Donc c'était compliqué à gérer. Mais au final, quand je me suis rendu compte que c'était quasiment vital, il fallait que je change. J'ai mis de côté cette peur-là et je me suis dit, je lui fais confiance. Elle me dit que c'est faisable, que je le regretterai pas. Donc je me lance. Il faut que je trouve une solution pour ces premiers mois-là. Ah oui, alors du coup, pour ces premiers mois où je ne gagnais rien, j'ai fait un emprunt étudiant. Ah ouais? Oui, alors ça, c'est une idée à donner à des gens, voilà, à d'autres personnes éventuellement. Alors, il se trouve que la chance que j'ai eue, c'était que mon aîné arrivait étudiant juste à ce moment-là. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais des craintes avant. Je me disais, je peux pas abandonner mon métier et me retrouver sans revenu du tout. Alors, en plus, avec un enfant qui partait en études, donc avec des coûts supplémentaires, et ben en fait, non, ça a été une chance parce que j'ai fait un emprunt pour lui. Donc à son nom, mais que tu as utilisé et que tu as remboursé. Voilà. Ok, donc ça marche que quand tu t'entends bien avec ton enfant et vice-versa en fait. Oui, bon, voilà, ça allait plutôt bien de ce côté-là. Faut mieux avoir confiance. Voilà, mais donc j'ai fait un emprunt qui m'a permis en plus de pas être stressée sur les premiers mois à me dire il faut absolument que je vende une première maison. Non, ça s'est passé très sereinement. Et puis après, je l'ai remboursé. C'est légal ou pas de faire ça? Écoute, ma banquière m'a pas dit que c'était illégal. Comme il était mineur, c'est nous qui le contractions. Et au final, c'est nous qui l'avons utilisé. Et tu parlais tout à l'heure justement de ton ami qui te disait de venir et que t'aurais pas de regrets. Est-ce que tu as des regrets ou pas? Aucun. Je me demande même pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. J'aurais pas eu ce problème, j'aurais pu cumuler ma retraite, une pension avec mon activité. Et là, pour le coup, la différence, elle est énorme. Mais surtout, je serais pas arrivée au bout du bout. Ça aurait été mieux. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais compléter la phrase suivante qui est « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis ». C'est peut-être un peu dur, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, je suis heureuse. En fait, aujourd'hui, je suis épanouie. C'est peut-être même plus ça. Ça fait du bien d'entendre qu'un autre avenir est possible. Mais en tout cas, je te remercie de l'intérêt que tu portes à tout ça et de la lumière que tu peux mettre dessus parce que ça peut peut-être aider, comme tu souhaites le faire, à sauter le pas. Ça me fait très plaisir que tu me le dises, donc merci beaucoup. Et puis merci à toi du coup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça prend seulement quelques secondes et ça m'aide énormément. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager cette émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien en description. J'adresse un immense merci à Nathalie, Sandrine et Carole pour leur don qui me va droit au cœur et qui me prouve une fois de plus à quel point ce projet est utile et apprécié. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!